Bonjour tout le monde, il est midi quart, on va commencer. Mon nom est Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Puis il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un autre de nos midi-webinaires. Ce midi, un midi-webinaire qui porte le titre de la reproductibilité en économie, pourquoi et comment. Puis j'ai le plaisir d'accueillir Marie Connolly et Lars Villoubert. Marie et Lars, bon, Marie est professeure au département de sciences économiques à l'UQAM, puis elle est aussi éditrice de données à la Revue canadienne d'économique, entre autres choses, longue expérience aussi en reproductibilité. Et Lars Villoubert, économiste à Cornell, Université Cornell, et aussi éditeur de données et pour les journaux de la American Economic Association et éditeur exécutif du Journal of Privacy and Confidentiality. Ils enseignent aussi l'école d'été en reproductibilité au SIX, mais à plusieurs autres, sur plusieurs autres plateformes et occasions. Donc, c'est ça, le format de nos midi-webinaires sont toujours le même. On commence à midi et quart, on termine à 13 heures, une présentation d'environ une trentaine de minutes, puis on a du temps à la fin pour échanger avec les présentateurs, présentatrices pour une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, je vous invite à utiliser l'espace chat pour noter vos questions, puis on y reviendra à la fin de la présentation où vous pourrez aussi prendre la parole. Alors voilà, merci Marie et merci Lars. Merci Magali, merci Pascal pour l'organisation de ce midi-webinaire. Bienvenue aux personnes qui sont en ligne avec nous. Lars et moi, on va se partager la présentation. Donc, je vais commencer la présentation et Lars va être ma ficlechette qui va changer mes diapos pour la première moitié parce que c'est lui qui contrôle l'écran. Donc, on peut changer. Cette présentation, ce ne sont que nos opinions et non celles du SIX, ni de la American Economic Association, ni de la Canadian Economic Association. On peut passer au prochain. Donc, qui sommes-nous? Magali a fait l'introduction, donc je pense qu'on peut tout de suite passer. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. On va parler un petit peu des meilleures pratiques qu'on peut avoir en économie, en sciences sociales de manière générale. Et d'abord, on va se poser un peu la question pourquoi. Donc, pourquoi la reproductibilité? On veut aller vers plus de reproductibilité pour améliorer la crédibilité des résultats de recherche. Donc, évidemment, on fait de la recherche. On veut répondre à des questions intéressantes. On veut, par exemple, pouvoir éclairer les politiques publiques. On veut pouvoir comprendre mieux comment le monde fonctionne. Mais tout ça, ça passe mieux quand on a un message qui est plus crédible, quand on a un message qui est transparent, ce qui donne beaucoup plus d'efficacité au discours scientifique parce que c'est pas juste voici, vous pouvez voir mes résultats, voici ce à quoi je fais référence. Mais croyez-moi sur la source de mes résultats, sur la source de mes données, sur qu'est-ce que j'ai fait avec mes données, puis comment j'ai fait pour arriver à ces résultats-là. Et donc, d'avoir de favoriser la reproductibilité vient aider à toutes ces choses-là. Pourquoi la reproductibilité? Ici, c'est une image très intéressante. Ça date de l'édition de 1911 du American Economic Review. Et donc, dans les toutes premières publications en économie, beaucoup de publications, en fait, qui étaient des publications qui étaient basées sur des chiffres, contenaient non seulement des équations, non seulement des tableaux de résultats, mais les chiffres eux-mêmes qui étaient la source de ces données-là pour arriver au résultat. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est comme un encart à la fin d'une édition de l'American Economic Review qui contient littéralement l'ensemble des chiffres qui ont été utilisés pour les résultats de cet article-là. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'après ça, de nos jours, c'est beaucoup plus difficile d'avoir toutes ces choses-là directement dans la base de données. Quand on a des gigaoctets de données, bien évidemment, on ne peut pas les inclure directement sur le papier.
Et donc, on peut, là, je vais passer à la prochaine maintenant. Il y a un certain consensus qui est de plus en plus présent dans le milieu académique. C'est ce qui ça, il y a différentes façons d'y faire référence, mais un acronyme qui revient, c'est le FAIR, principe FAIR. F pour findable, donc trouvable, A pour accessible, I pour interopérable et R pour réutilisable. Puis donc, les principes FAIR, c'est des principes qui veulent dire, ben, on va être capable de savoir ce qu'on a fait, on va être capable de retrouver l'information, on va être capable d'accéder à l'information et de réutiliser l'information. Et ça, c'est comme le principe général. Puis ensuite, de là a découlé les principes de citation de données. Donc, non seulement on utilise des données, mais on y fait référence. De la même façon dont on fait référence à un article, on peut faire référence à des données, ce qui va donc donner l'attribution et le crédit pour les données, puis aussi faciliter le fait d'être capable de trouver les données qui ont été utilisées. Ensuite, on a le principe de reproductibilité computationnelle. Donc, c'est beau de dire j'ai utilisé telle base de données et de très précis pour dire j'ai utilisé telle version de telle base de données pour telle année avec tel élément. Mais encore faut-il être capable non seulement de parler de la base de données, mais aussi de la reproductibilité computationnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de donner non seulement les données, mais aussi les codes, les méthodes d'analyse et tout ce qui a servi à passer de la base de données, l'input euh, 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 sans aucune manipulation à faire toutes les manipulations pour arriver au tableau, aux figures, aux résultats qui sont les résultats de la recherche, donc dans un article. Euh, Ici, on va donner un petit peu plus de contexte à différents principes. Donc, quand on parle de transparence, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, on veut dire, on veut clairement demander la source des données et le traitement qui a été fait à ces données-là et donc le code. Ce que vous voyez en bas, en dessous, là, avec la barre, là, prior to acceptance, c'est un extrait de la politique d'accès aux données, dans ce cas-ci, c'est celle des journaux dont l'Ars est responsable. Et donc, qu'est-ce qu'on demande? Grosso modo, on demande aux auteurs, qu'est-ce que ça fait un éditeur de données? Ben, ça applique la politique d'accès aux données des journaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour chaque article qui est publié dans une de nos revues, on demande aux auteurs de partager avec le journal et suite à ça avec le grand public. euh, Tout ce qui a été, ce qu'on va appeler un package de réplication qui contient l'ensemble de ce qui a été utilisé pour produire l'article. Et donc, on va demander l'ensemble des données et l'ensemble des codes qui ont été utilisés pour reproduire l'article. Et ces choses-là doivent être packagées de manière pérenne, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être trouvables non seulement aujourd'hui, non seulement demain, mais aussi l'année prochaine, et on l'espère dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Tu peux passer à la prochaine. On veut aussi être exhaustif, c'est-à-dire que ce qu'on va demander en tant qu'éditeur de données, c'est qu'on va demander vraiment l'ensemble des données, l'ensemble du code, l'ensemble du matériel. OK? Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on voudrait que quelqu'un, l'idée qu'on a en tête, c'est qu'on voudrait que quelqu'un qui ne connaît rien à ce qui a été fait soit en mesure, en prenant l'information qui est dans le package de réplication, d'aller effectivement reproduire ce qui a été fait dans l'article. Donc, on a besoin de savoir exactement toutes les sources de données. On a besoin de savoir exactement tout le code qui a été fait. Le principe de préservation, c'est que toutes les données doivent être préservées pour des réplicateurs futurs. Les journaux ont différents sites, différents dépôts qui sont utilisés pour aller faire cette chose-là. Euh, Tout doit être dans le dépôt de confiance, y compris le code. Euh, des sites web comme le site d'un auteur, un GitHub,
c'est pratique pour partager de l'information, mais c'est pas acceptable en termes de préservation parce que si un auteur, par exemple, change d'affiliation, change de site web, décide d'enlever, de modifier la façon dont les choses sont partagées, décide de mettre la clé dans son GitHub, bien évidemment, après ça, ce n'est plus disponible. Et donc, c'est pas acceptable à plus long terme. Historiquement, comme on avait vu la diapo qu'on avait avant, c'était littéralement la revue. De nos jours, de quoi ça a l'air? Ben, ça a l'air ici, on a l'exemple du dépôt pour la American Economic Association qui vient d'un site d'un organisme qui s'appelle OpenICPSR. Et donc, dans OpenICPSR, ça permet de déposer des fichiers. Les auteurs vont aller déposer des fichiers qui peuvent être classés selon, ici on voit des dossiers code, data, output, avec toute l'information avec le README. Et ces dossiers-là sont téléchargeables. On voit ici le bouton Download this folder. Donc, on peut aller chercher toute cette information-là et ça devient donc partageable, disponible sur Internet. Ça vient aussi avec son propre DOI qui est donc citable et partageable facilement. Donc, ça, on peut retrouver les packages de réplication facilement aussi. Là, évidemment, on parle à des gens qui connaissent le SIX, je pense. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand les données sont confidentielles? Par exemple, on pourrait dire, ben moi, je ne peux pas déposer mes données sur un site comme le site de Lars OpenICPSR parce que j'utilise les données du SIX. Je n'ai même pas les données sur mon ordinateur. Ces données, je les utilise dans un cadre sécurisé, dans le laboratoire sécurisé. Ben, à ce moment-là, on n'a pas l'accès, on peut pas partager les données, mais on peut décrire comment on pourrait avoir accès à ces données-là. Et ça, c'est assez facile dans le cas des données de Statistique Canada utilisées au SIX parce qu'il y a des pages de Statistique Canada qui décrivent l'accès. Il y a des conditions qui sont dictées par Statistique Canada. Et donc, ça a besoin d'être décrit clairement dans le README. Mais à part ça, il n'y a aucun problème avec le partage de cette information-là. Par contre, on doit aussi fournir tous les codes. Donc, le fait que les données ne soient pas partageables de manière publique n'empêche pas que le code qui a été utilisé pour traiter ces données-là, lui, doit continuer à être partagé. Lars, tu peux continuer. Donc, Lars et moi, nous sommes tous les deux économistes. Les journaux qu'on supervise sont des journaux qui sont en économie, mais on vise un peu plus large avec tous ces principes-là parce qu'il n'y a rien qui s'applique qui est propre simplement à l'économie. Et donc, on a un regroupement qui s'appelle le Social Science Data Editors qui vise à faire la promotion de ces principes-là pour les économistes, mais aussi pour d'autres sciences sociales. Et donc, on a aussi mis sur pied avec certains collègues ce qu'on appelle le Data and Code Availability Standard, qui est une façon comme compacte et standardisée de décrire ce que tous ces journaux-là vont aller demander en termes de package de réplication, donc de données et de code. Donc là, ici, vous voyez à droite les journaux qui ont souscrit à DCAS, là, au Data and Code Availability Standard, et vous voyez à gauche la liste de différents journaux qui ont des éditeurs de données, donc des gens comme nous qui sont en charge d'appliquer les politiques d'accès aux données. On a aussi sur le site de Social Science Data Editor, donc on a de l'information sur le DCAS. On a aussi beaucoup de documentation, donc par exemple un gabarit pour un README, donc un template là, d'un README qui est le document fondamental qui est au cœur d'un package de réplication. Dans le package de réplication, on va avoir les données, le code, puis on va avoir de la documentation, donc c'est le README. Et donc ce README-là, on a de la documentation pour vous aider à le compiler. Puis, comme je mentionne, on est économiste, mais d'autres disciplines aussi commencent à avoir ce genre de politique, à avoir des éditeurs de données. Donc, par exemple, en sciences politiques, avec des revues comme le American Political Science Review, American Journal of Political Science. On a aussi en Sociological Science qui est là. Même à l'intérieur de l'économie, on a des grands journaux comme les journaux de AAR. On a aussi quelques éditions plus récentes avec des journaux plus type finance. Donc, bref, je pense que ça s'applique à différents domaines. Je passe la parole à Lars pour la deuxième moitié de cette présentation. Ok, merci Marie. Et donc, tout ce que Marie a décrit, c'est beau
pouvoir fournir ça, devoir fournir ça de par les journaux. Mais je veux prendre un exemple pourquoi c'est nécessaire faire cette transparence-là pour se distinguer dans les modes qu'on fait. Donc, si je montre certaines personnes on a ici, très peu de monde va le reconnaître, quelques personnes peut-être en psychologie. Ceci est un chercheur en psychologie qui euh, a dû retracter des études parce que les gens ont inspecté ces études-là. Et en fait, il a perdu son emploi en tant que professeur avec permanence parce qu'il avait manipulé des données qui n'étaient pas tout à fait légitimes. Ok. Ça fait plusieurs années, c'était en 2012. Certaines personnes qui assistent à ce webinaire-là reconnaissent peut-être ce visage-ci. C'était un étudiant au MIT. L'année dernière, ça fait beaucoup de vagues parce qu'il avait un nouveau papier qui prétendait que l'intelligence artificielle pouvait être très efficace dans la recherche physique et cité dans plusieurs lieux de haute estime comme la Banque centrale européenne. Le problème, c'est qu'il n'est plus un étudiant au MIT parce que après vérification, encore une fois, cette vérification était due, MIT déclarait qu'il n'avait plus aucune confidence dans la provenance des données utilisées par ce papier et cet étudiant-là. Donc, c'est important de savoir d'où proviennent les données, cette idée de provenance, de toute la provenance des résultats. Donc, qui m'a donné les données, qu'est-ce que je fais avec les données, les codes que je fais, etc. Je vais prendre un dernier exemple, le cas de Francesca Gino, qui, elle, était, encore une fois, le sens passé du terme, professeure avec permanence à Harvard, au Harvard Business School, et qui, ironiquement, écrivait sur l'honnêteté. Euh, Plusieurs ont investigué certains articles qu'elle avait écrits, seule ou avec d'autres auteurs, et ont découvert des manipulations qui étaient, disons, plutôt en faveur de son hypothèse que l'objectivité scientifique qu'on veut. Donc, pourquoi est-ce que je nomme ces personnes-là? Parce que ça se fait dans les sciences. Il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui ont des méthodes qui sont peut-être pas tout à fait au niveau et tout ça. Vous voulez vous distinguer de ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans d'autres sciences, il y a une approche très claire à ça. Il faut apprendre les bases de la science qu'on fait. Ce qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est un paquet de gants qui sont en train d'épiler une souris. Pourquoi? C'est parce que c'est la méthode en biologie d'étudier la présence des spécimens en nature. Euh, c'est une technique clé, capture-recapture pour mesurer certaines choses. On fait aussi des cours sur le pipettage, etc. Et je le sais parce qu'une de ces mains-là, c'est ma propre fille qui, à 2 heures du matin, quelque part dans un camp dans les Laurentides, a dû faire tout ça, même si elle n'aime pas se lever à 2 heures du matin, même si elle a eu les souris, etc. C'est des techniques qu'il faut simplement apprendre et parfois, faut investir de notre effort là-dedans. Donc, en académie, ce qu'on a, c'est on vise de plus en plus une transparence vérifiée par des gens comme Marie et moi dans les journaux, mais aussi par d'autres après publication. Avant publication, ça peut se faire aussi. Donc, si on prend un traitement générique d'un flux de données qu'on a, en partant d'une enquête, on recueille des données, on traite les données avec le code et on écrit finalement le papier. C'est ce qu'on fait, Marie et moi, c'est vérifier cette transparence-là et ce qu'on veut avec le workshop cet été, c'est de améliorer les techniques que les gens ont en offrant justement cette formation-là. Ok. Cette vérification-là sert justement à contrer potentiellement les problèmes que d'autres ont découverts dans certaines études. On peut faire ceci par différents mécanismes, pré-publication, par exemple, je nomme Cascade en France, qui permet de faire ça même avant de le soumettre à des revues, si on veut. Et post-publication, bah, je mentionnais déjà Data Colada dans le contexte de Francesca Gino, et au Canada, l'Institute for Application, à Ottawa d'Abel Brodeur, fait également ce genre d'activité après publication. Idéalement, vous tombez pas dans leur collimateur. Euh,
ça se fait de plus en plus à l'intérieur d'institutions. La Banque mondiale le fait. Nous sommes en discussion avec différentes banques centrales pour le faire aussi. Donc, c'est important pour tout le monde. Donc, les chercheurs, comme ceux qui assistent aujourd'hui, qui veulent aller plus loin que ça. Ce que j'ai qu'on décrit, ce qu'on peut faire, ne peut pas tout empêcher. La fraude existe parce qu'il y a toujours certains qui veulent le faire. Je vous invite à chercher ce cas d'un chercheur à Toronto qui, elle, a manipulé l'entrée donnée carrément dans l'instrument de mesure. Ça, on peut pas le savoir. C'est plus compliqué, mais ça aussi, il y avait des signaux qui ont été détectés, etc., parce que les matériaux étaient accessibles à tous. Donc, cette transparence-là est clé. C'est aussi difficile. Donc, il faut identifier toutes les sources très précisément. Il faut documenter toutes les étapes de traitement. Il faut être transparent sur votre processus, montrer tout le code, aussi laid qu'il puisse être. Et il faut savoir accepter et pouvoir répondre à la critique. Dernière image, qui est cette personne-là? Eh bien, à moins que vous soyez dans son domaine, Alp Simsek, c'est un des 5000 auteurs qui ont vu leur travail se faire scruter par moi et d'autres data editors, etc. Vous ne l'avez pas vu dans les médias, sauf pour la qualité de sa science, parce que son travail a été scruté par nous comme une aide à ça et parce qu'ils ont appliqué des méthodes bien transparentes. Alors, comment faire? Comment créer une recherche reproductive? Ce qu'on va montrer cet été dans le workshop, dans l'école d'été, c'est une reproductibilité dès le jour 1. C'est une question d'adopter des habitudes reproductibles, on va les montrer. Prendre des notes, faire des codes, etc. Utiliser le contrôle de version, toutes les techniques qui sont des habitudes fondamentaux à ce qu'on croit et à ce qu'on peut observer dans ce qu'on fait. On va inculquer ce que j'appelle l'empathie computationnelle, c'est de penser à la prochaine personne qui va exécuter cette analyse-là, qu'elle soit 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ou moi dans quelques années, quand finalement la révision avec l'arbitre numéro 3 super méchant va me dire de tout refaire mon analyse parce qu'il y avait une erreur quelque part là-dedans, ou ils veulent avoir une année de plus. Donc c'est ça un peu le programme de ce qu'on peut prévoir pour l'école d'été. J'affiche ici le code QR si ce n'était pas déjà évident d'ailleurs. Ça se fait sur un jour et demi. Il y a un cursus, un curriculum qu'on a programmé, mais on va s'adapter, comme on fait toutes les années qu'on le fait, aux besoins de ceux qui sont là. Le deuxième jour est nécessairement une question qu'on va discuter quelle voie prendre après la première journée. On fait une enquête là-dessus lorsque vous êtes présent dans l'école d'été. Et je termine avec ça. Je vous laisse ça à l'écran au cas où que vous voulez prendre sur votre cell. Et sinon, le lien est sur le site du SIX pour s'inscrire. Ah ben, merci Lars, merci Marie. Super clair. Je vois aussi Pascal qui a mis les liens d'inscription dans le chat aussi que vous pouvez utiliser. Ça, c'est Euh, pour les personnes qui n'utilisent pas de cellulaire. oui, oui, c'est ça. Parfait. Puis, ben, on est un petit groupe, hein, dans le fond, on peut juste échanger, ouvrir la caméra, puis prendre la parole. Puis j'ai oublié de mentionner au début là, que cette présentation-là est enregistrée, puis est rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Puis Pascal a fait une bonne job de faire refaire circuler finalement les enregistrements sur nos médias sociaux. Fait qu'on s'attire toujours du visionnement de cette façon-là. C'est super. Fait que, oui, c'est ça, prenez la parole, échangez là-dessus. Moi, je me disais, est-ce qu'avec l'école d'été au Six, on ne devient pas data editor après ça, mais j'imagine que on a les outils finalement pour faire des paquets de reproductibilité pour publication, hein? Je pense qu'on est, les gens surtout, c'est ça, une formation de base. Il n'y a pas de prérequis, mais étant donné que c'est plus spécialisé en milieu Ah, économique. bien sûr.
Bien sûr, faut être un chercheur qui travaille avec les données pour participer. Ouais. Ça, c'est pas une certaine chose. Faut arriver avec l'esprit ouvert parce qu'entre autres, on va réenseigner parfois certaines habitudes ou méthodes que les gens ont appris sur le tas et qui finalement s'avèrent pas tout à fait reproductibles. Quand moi j'ai pris le poste de data editor, ça fait maintenant 8 ans, j'avais comme mission de me rendre obsolète. Les expériences qu'on a vues à travers tous ces papiers qu'on a vus jusqu'à présent infusent notre école d'été. Je ne pense pas, 8 ans après, que on perdra notre job bientôt. Il y a sûrement une succession qui va se faire, mais de réduire la charge de ce que nous on fait simplement parce qu'on arrive sur quelque chose et on dit, ah oui, bien sûr, ça, c'est ça, ça marche. C'est ça un peu le but. Et ça infuse notre programme de dire, ça c'est, si on a un jour et demi, voici ce qu'on pense être important pour apprendre. On ne peut pas tout apprendre. L'expérience vient avec l'expérience finalement. Mais au moins commencer sur les bonnes bases, c'est ça notre but. Et peut-être que je rajouterais, on s'adresse beaucoup à des étudiants. C'est pas juste être obligé des étudiants, mais donc c'est des gens qui vont être en début de parcours, souvent en début de carrière. C'est des pratiques qui sont utiles à la fois pour euh, on espère qu'un jour, vous allez arriver au point où vous allez être devant un data editor qui va vous demander votre package de réplication parce que ça va vouloir dire que vous avez un article accepté pour publication. Donc, on veut que vous soyez prêt pour faire face à ce moment-là. Mais ce sont aussi des pratiques qui vont être utiles tout au cours d'un projet. Surtout quand vous êtes étudiant, vous travaillez, vous êtes supervisé par des profs. Si vous voyez votre prof vous dit, ah, ça c'est vraiment cool, mais en fait, j'aurais aimé ça que tu le fasses avec telle autre sélection d'échantillons, ou peux-tu vérifier qu'est-ce qui se passerait si tu faisais les choses légèrement différemment? Si vous êtes bien organisé parce que vous avez un code qui est reproductible, parce que tous vos fichiers sont organisés de façon telle que vous savez où vous avez créé la figure 1 et vous êtes capable d'aller modifier la ligne de code assez facilement, la réponse à votre prof, ça va être oui, je le fais, je reviens dans 1 heure, ou en tout cas, je reviens dans pas longtemps, ça va être fait. Si votre code est un peu éparpillé un peu partout, vous savez plus trop d'où viennent vos données, ben là, ça va être beaucoup plus difficile. S'il y a beaucoup d'étapes manuelles dans tout ce qui a été fait, parce que vous avez pris un bout de code, vous l'avez copié, vous avez pris un truc de données, vous l'avez collé dans un autre endroit, vous avez fait des manipulations dans un fichier Excel, vous l'avez recollé ailleurs, ben là, quand votre prof vous demande de changer un truc qui n'est pas supposé être compliqué, ça finit par vous prendre 1 semaine parce que c'est sorti à droite à gauche et des fois même, on essaie de retomber sur les mêmes résultats et on n'est pas capable. C'est le genre de situation qu'on veut éviter. Donc, je pense que ce qu'on offre comme formation, c'est vraiment, comme Lars l'a dit, c'est des bases, mais en même temps, ça peut être très utile dans le futur, mais ça peut être très utile quasiment au quotidien là, quand on travaille sur un projet de recherche. Puis mieux on est organisé par rapport à ça, oui, c'est bien pour la science, mais c'est aussi bien pour nous dans la gestion là, d'un projet de recherche. Ouais, je me Ouais, rappelle aussi d'un déclencheur que j'avais vu à un moment donné sur les médias sociaux. Il s'agissait des recherches faites avec les données de Meta. Et ils avaient un programme, ça fallait se mettre dans des environnements restreints, un peu comme le SIX, etc. Et arrive après 3 ans, Meta qui dit, ah, on a découvert une erreur de notre code d'extraction. On a réextrait les codes, on avait oublié la moitié de la population américaine. Et voici le nouveau fichier, débrouillez-vous. Et il y avait un chercheur senior qui avait dit, oh mon Dieu, vous avez anéanti 2 ans de travail de mon étudiant de doctorat. Et ma réponse était que non, tu redémarres ton code, il roule à nouveau, fini l'histoire. Donc on va chercher les bonnes données. Ouais. la différence entre 2 ans de travail manuel, etc., et je vais rouler le code, oui, ça va tourner pendant 2 jours, et après ça, les résultats sont mis à jour, point final. Cette robustesse, la paix d'esprit qui vient avec ça, ça vaut déjà le coup. Mais c'est comme des bons principes de base en début de carrière, des bons plis à Ouais, prendre. c'est Surtout, ça. ça s'adresse à tout le monde, mais Ça s'adresse à tout le monde. d'autant plus, oui, mais d'autant Mais plus payant pour prendre les bons plis en début de carrière. Ça. oui, mais c'est plus difficile d'enlever les plis une fois que la carrière est établie. C'est Donc, ça. Ouais, donc ouais. Ben, je remarque on- que chaque école d'été qu'on a déjà fait, on avait des seniors aussi qui venaient voir
Ouais. qu'est-ce que je devrais repenser ou qu'est-ce que je devrais demander aux étudiants qui travaillent avec moi, parce que généralement ils sortent aussi avec j'ai plein d'idées, certaines je les savais, mais d'autres j'ai pas appris ça quand j'étais jeune, mais il est jamais trop tard. Oui, puis c'est pour la gestion de données en général, là, pas juste pour des activités de réplicabilité. Puis je trouve ça chouette aussi de voir, de constater que ça s'applique à tu sais, plus de disciplines, là. Marie, t'en as Oui, parlé un peu dans ta oui, présentation. Ouais. oui. Béranger, vous aviez un commentaire ou une question? Pardon, oui, je trouve ça vraiment passionnant. Juste, vous avez fait le lien tout à l'heure avec GitHub. Je me disais, parce que, comment dire, c'est toute la question de l'open data aussi, c'est la question de l'attributabilité. C'est qu'à un moment aussi, en rendant le code et les données disponibles, dans quelle mesure est-ce qu'on les protège un petit peu pour nous qui sommes, tu parlais des carrières de chercheurs machin, comment est-ce qu'il y a ce lien-là aussi, cette garantie? GitHub, on peut forker des codes et du coup complètement perdre l'auteur original. Est-ce que ça, c'est des trucs auxquels vous avez des structures de pensée ou de limites ou de protection? Ouais, ben en fait, l'idée derrière, par exemple, quand on fait notre propre package de réplication et qu'on veut expliquer d'où viennent les données, d'où vient notre code, OK? Donc, d'où viennent les données? Derrière ça, il y a le principe de citer les données pour justement rendre l'attribution, par exemple, à la source de données. Souvent, et c'est entre guillemets relativement nouveau, c'est pas nouveau, ça date pas de hier, mais les gens sont pas habitués à citer leurs données alors ils sont très en mesure de citer un article. Il y a personne qui ne comprend pas quand on dit si tu cites un article, il faut que tu nous donnes la référence. Si tu utilises des données, il faut aussi que tu nous donnes la référence. Et donc, c'est vraiment au cœur de ce qu'on demande comme chose. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc, on va vous demander de citer tout ce qui est utilisé. Donc, ça s'applique aux données, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres portions de code ou des packages qui ont été écrits par des utilisateurs. Donc, vous utilisez par exemple Stata avec un Hadoop ou R avec un différent package. Il y a une contribution qui a été faite par quelqu'un, puis de donner le crédit à la personne qui a fait cette contribution, mais c'est comme une des bases de la science, de donner le crédit là où revient le crédit. Pour parler du code qui est fait dans un package de réplication ou quelqu'un qui génère des nouvelles données ou qui génère du code, dans par exemple, le Canadian Journal of Economics, on utilise le dépôt Dataverse de Borealis, qui est comme Borealis, c'est un regroupement des universités, des bibliothèques d'universités canadiennes, donc qui gère ce dépôt Dataverse. Et une entrée qui est donc un package de réplication, qui est une entrée qui est sur notre Dataverse, vient avec des conditions d'utilisation et donc par défaut, c'est ce qu'on appelle le CC BY NC, donc Creative Commons, donc une licence d'utilisation Creative Commons avec attribution. Donc, si on utilise le code de quelqu'un d'autre, ben, on va demander l'attribution à cette chose-là. Évidemment, on n'est pas non plus la police pour aller voir est-ce que quelqu'un a utilisé le code de quelqu'un d'autre et ne le cite pas. Mais dans la mesure où on est capable de mettre le doigt dessus, ben, ces choses-là viennent avec le principe que il y a une mention d'attribution qui est faite. Donc, tout code qui est la mention par défaut qui vient avec ce qui est pour le Dataverse, là, je pense que c'est similaire ou la même chose, vient avec le principe donc d'attribution. Donc, c'est libre d'accès et de réutilisation à des fins non commerciales, mais ça vient avec le principe d'attribution. Euh, Là, après, est-ce que des gens viennent l'utiliser sans savoir d'où ça vient? Là, ça, c'est une autre question, mais dans les faits, c'est supposé être quelque chose qui est partageable et citable. Pour revenir un peu aussi à comment comment GitHub est utilisé dans les flux de travail data science, etc. Euh, euh, GitHub, c'est un outil de travail. C'est pas prévu comme étant un archive. C'est pas prévu comme étant quelque chose de fixe. Mais on note aussi que, surtout parmi les économistes, sciences sociales, etc., on n'utilise pas tous les moyens pour le faire. On ne crée pas des versions spécifiques qui sont référenciables. Et un peu le point fixe d'avoir déposé un code qui vient avec un papier ou bien une préparation de données ou d'autres choses, ça n'a pas besoin d'être relié à un journal dans un dépôt.
est important pour avoir un point fixe référenciable et qui ne disparaîtra pas dans le futur. Je peux modifier mon GitHub, le modifier, le tricher, etc. Tout ça, je peux le faire parce que je contrôle ce que je mets là-dedans. Ce qu'on met dans les dépôts fiables comme Dataverse, Borealis, etc. On se lie les mains justement pour ne pas pouvoir faire des choses comme ça dans le futur. Donc, il y a une différence entre les outils de travail et ce qui est un vrai archive permanent. Merci beaucoup. Intéressant. S'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, on peut terminer là. Ben oui, mais merci beaucoup à tout le monde, à nos deux présentateurs et merci pour les gens présents puis vos commentaires. Donc, c'est ça, l'école d'été en reproductibilité sera le 11 et le 12 mai en personne à l'UQAM. Puis il y a déjà de l'information qui est disponible sur notre site web, puis aussi le GitHub de Lars aussi pour spécifique à cette école d'été-là. Bon, Pascal prend l'occasion aussi pour, dans le chat, mettre les horaires de nos deux prochains midi-webinaires au mois de mars. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.